Cultiver des connexions réparatrices, février 2026, équinoxe électoral. Hello! Dans cette première newsletter de 2026, à quelques semaines de l'équinoxe de printemps, je vous partage les réponses reçues suite à mon questionnaire sur l'impact émotionnel et psychologique des élections municipales à venir. Ensuite, je vous invite au programme de soins électoral que j'ai concocté pour vous accompagner dans la temporalité si particulière de cette période politique et pour s'entraider avant, pendant, mais aussi après les élections. Enfin, je vous propose une plante de soutien pour nous guider à travers cet équinoxe électoral plein d'ambiguïté et d'incertitude. L'ajon aux fleurs jaunes et aux branches épineuses. Bonne écoute! Cette newsletter est aussi disponible sur mon blog, en format écrit et audio sur Substack. Partie 1, équinoxe électoral. Le 20 mars 2026, ce sera l'équinoxe de printemps, ce moment astronomique où la durée du jour est égale à celle de la nuit. C'est la date d'entrée officielle dans le printemps dans l'hémisphère nord, à partir de laquelle on gagne environ 4 minutes d'ensoleillement par jour, jusqu'au solstice d'été, le 21 juin, le jour le plus long de l'année. C'est un moment symbolique de renouveau dans de nombreuses traditions, où les forces opposées s'équilibrent et qui annonce la plantation prochaine des semis et le retour progressif de la lumière. Mais cette année, l'équinoxe aura lieu pendant une période bien particulière en France, la semaine d'entre-deux tours des élections municipales. Et depuis plusieurs semaines, j'appréhende déjà ce moment d'entre-deux où nos émerveillements printaniers seront accompagnés d'émotions bien compliquées. Et je suis loin d'être la seule à appréhender cette période. J'ai créé début février un mini-questionnaire sur l'impact émotionnel et psychologique des élections à venir que j'ai partagé en story et une dizaine d'entre vous y ont répondu. Merci beaucoup. Voici les réponses que j'ai reçues pour les 3 questions posées. Question 1. Quelles sont les émotions et sensations que vous ressentez à l'approche des élections municipales de mars ? Anxiété, défaitisme. Dégoût, déception, désespoir. Crainte et espoir. La saturation. Je n'en peux plus de toute cette mascarade, pour rester poli. Espoir, excitation, stimulation, appréhension, peur. Je me sens perdue, détachée, anxieuse. De l'enthousiasme et de l'espoir. Angoisse de revivre la même expérience qu'avec les législatives. La deuxième question, c'était « Est-ce que les élections municipales de 2026 ont une dimension particulière pour vous ?» Vous avez répondu « Une forme de deuil et ne pouvant pas me sentir optimiste. Rappel de l'horreur de la campagne que j'ai faite en 2020. La prochaine étape avant la fin du monde ? Drama King. Bien sûr, post-2017, post-2022, post-2024, montée des extrêmes droites partout, c'est ça l'insécurité. Le contexte local très ancré dans le quotidien et l'évolution de la ville où j'ai grandi. Pas particulièrement, juste je me dis que je dois y aller, alors qu'avant j'y allais que pour les présidentielles. Et enfin la troisième question était, en général, quelles émotions vous associez à l'entre-deux tours des élections ? Résignation ou pression ? L'inquiétude et de la frustration de devoir voter pour éviter le pire et non pour ce que je souhaite. Appréhension. Ça dépend lesquels et le contexte, mais depuis toutes ces montées officielles de l'extrême droite, insécurité. Angoisse fois 1000. Ça dépend lesquels, mais souvent dégoût total. L'incertain et l'attente. Prenons un moment pour accueillir toutes ces émotions et sensations et remercier la vulnérabilité des personnes qui les ont partagées. Est-ce qu'elles font écho à ce que vous ressentez vous ? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont très différentes de la manière dont vous appréhendez ces élections ? Pas étonnant en tout cas que nous soyons en prise à toutes sortes d'émotions complexes à l'approche de ces élections. Les périodes électorales sont des entre-deux qui cristallisent les rappels traumatiques des élections précédentes. Alors ici, les municipales de 2020 au début de la pandémie de Covid, les présidentielles d'avril 2022 suivies des législatives en juin de la même année, les élections européennes de juin 2024 suivies de près par les législatives de juin-juillet 2024 après la dissolution de l'Assemblée. Et ces périodes électorales exacerbent les crises sociétales structurelles du contexte dans lequel elles se déroulent, ainsi que les discriminations et les violences qui en découlent.
Les élections municipales ont aussi la particularité d'activer nos liens intimes aux lieux, aux écosystèmes, aux institutions et aux communautés locales qu'on fréquente au quotidien, et de potentiellement faire émerger encore plus les questions liées à l'appartenance et à la sécurité. Le politologue Adam Przeworski avait dans les années 90 défini la démocratie comme, je cite, une incertitude organisée ou une, je cite, institutionnalisation de l'incertitude. Et en effet, chaque cycle électoral permet a priori de rebattre les cartes. Sauf que, depuis plusieurs années, la normalisation de l'extrême droite et la diabolisation de la gauche antiraciste, les 49.3 à tout va ou le non-respect des résultats des législatives de 2024 pour la constitution du gouvernement font que, en fonction de là où on vit, les résultats peuvent sembler plus certains qu'incertains. Et il n'est donc pas étonnant que vous soyez plusieurs à avoir nommé un mélange d'incertitude et de fatalisme, d'espoir et de désespoir. Alors qu'est-ce qu'on fait ? La réponse va être différente en fonction de chaque personne. On a tous un rôle différent à jouer au sein de cet écosystème d'équinoxe électoral. Et en tant qu'accompagnante chercheuse radicalement sensible, moi je vous propose un espace de soutien et un programme de soins pour nous entraider à prendre soin de toutes ces émotions qui nous habitent et qui vont continuer à se déployer au fil du mois de mars. Partie 2, programme de soins électoral. Aujourd'hui, ce phénomène décrit par vos réponses a un nom, le syndrome de stress électoral ou l'anxiété électorale. Des études états-uniennes ont même démontré l'impact physique que peuvent avoir ces périodes électorales sur l'organisme, troubles du sommeil, augmentation du taux de cortisol et des risques cardiovasculaires, entre autres. Mais s'il peut être utile d'avoir un terme pour désigner ces ressentis, le risque serait de nommer ces réponses émotionnelles sans chercher à lutter contre les systèmes dysfonctionnels et oppressifs qui les causent. C'est le sujet de l'épisode hors-série du podcast Musae, Anxiété électorale, colère, comment tenir face au fascisme, de juillet 2024, avec Claire Touzard, Douce Dibondo, Sama Karaki et Christelle Tissot, que je recommande vivement et où les invités nous rappellent l'importance de politiser nos affects en refusant de les isoler du monde dans lequel on vit et des systèmes et des dynamiques de pouvoir qui l'animent. Et ici, vous le savez, l'idée c'est de prendre soin de nos émotions et de nos relations pour mieux incarner nos révolutions. Alors pour prendre soin de nos émotions municipales, je vous ai préparé un programme de soins électoral pour nous entraider à faire face à l'intensité et à l'urgence du mois à venir et envisager le soin comme un élément indispensable de nos luttes. Je vous invite donc à un cercle hebdomadaire de soutien spécial municipal tous les lundis soirs de mars en ligne de 20h à 21h30, échelle tarifaire 15,45 €. Ce sera un cercle pour se soutenir de manière collective dans nos luttes contre le colonialisme et le fascisme lors de cette période électorale à la temporalité si particulière. Un cercle pour prendre soin de nos cœurs, corps, esprit, âme, impactés par cette période charnière aux enjeux cruciaux. Vous pouvez venir une fois ou autant de lundis que vous le souhaitez. On commencera par un moment d'ancrage, puis un cercle de parole où on va partager, si on le souhaite, nos expériences et ressentis en fonction de nos identités, nos lieux de vie, nos contextes, suivi d'un moment de soins créatifs. Et les dernières 15 minutes seront consacrées, attention, à une mini dance party pour métaboliser et faire circuler les émotions. Elle est bien sûr optionnelle. N'hésitez pas, par contre, à m'envoyer les morceaux sur lesquels vous aimeriez danser pour que je les rajoute à la playlist. Évidemment, chaque personne est invitée à participer de la manière qui lui convient le mieux, avec ou sans caméra, à l'oral ou à l'écrit, en adaptant chaque proposition à ses besoins et son contexte. Vous pouvez partir avant la mini dance party ou même à n'importe quel moment du cercle, bien sûr. Et vous pourrez me partager vos questions et vos besoins en accessibilité dans le formulaire d'inscription. Sur la fiche d'inscription, il y a plusieurs petites grenouilles qui ressentent des émotions différentes, et donc je précise que toutes les grenouilles sont les bienvenues. Peut-être que vous êtes sur une liste électorale ou que vous militez pour en soutenir une, ou bien que les municipales, c'est assez nouveau pour vous. Peut-être que vous suivez ça de loin parce que vous êtes débordé par la vie, que vos capacités sont limitées, ou parce que vos engagements précédents vous ont trop impacté. Peut-être que vous vous réjouissez du succès possible d'une liste qui incarne vos valeurs, ou que vous êtes en situation de deuil anticipé parce que vous vous préparez à voter pour le moins pire. Peut-être que vous vivez ces municipales dans la ville qui vous a vu grandir,
ou dans une ville qui est nouvelle pour vous, ou dans une ville qui est devenue votre chez-vous depuis un moment. Ces cercles seront donc l'occasion de faire de la place à la diversité de nos vécus autour de nos valeurs communes antifascistes et antiracistes. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver, j'en ai besoin moi aussi. Alors écrivez-moi en MP sur Insta ou par mail à céciletresfel@gmail.com pour recevoir le lien d'inscription et n'hésitez pas à partager l'info aux personnes de votre entourage qui en auraient besoin. Pour la semaine de l'entre-deux tours, je vous ai préparé avec ma collègue Clémence Petit un peu d'extra care. Donc vous pourrez participer au cercle de soutien électoral du lundi 16 mars, qui aura lieu de 20h à 21h30, mais on a la chance d'avoir pour cet entre-deux une autre proposition soutenante, puisqu'en effet, le vendredi 20 mars, jour de l'équinoxe, de 14h à 16h, Clémence Petit nous invite à un espace de partage engagé qui aura pour thème « Désespérer et rêver ». Un thème qui sera on ne peut plus d'actualité lors de cet entre-deux tours. Alors l'espace de partage engagé de Clémence, qui est accompagnante elle aussi, c'est un rendez-vous collectif régulier en visio pour exprimer et faire dialoguer nos vécus, nos pensées et nos rêves. Les sujets proposés sont volontairement larges pour accueillir la diversité de nos expériences, de nos questions et de nos regards singuliers sur le monde et nous permettre de tisser des liens entre eux. Participer à l'espace de partage engagé, c'est découvrir, explorer ou cultiver une approche systémique et politique de nos vécus intimes et de nos résonances collectives. Alors j'y serai et je vous invite à nous y rejoindre et vous avez le lien dans la version écrite de cette newsletter. Pour la semaine juste après les résultats, il y aura donc le dernier cercle de soins électoral du mois de mars, le lundi 23, à 20h. Et Clémence propose un espace là aussi qui a lieu régulièrement, c'est le cercle Résistance Joyeuse, le vendredi 27 mars à 14h30, pour explorer le lien entre joie et résistance. Et le mardi 31 mars à 19h, moi je vous propose La Rivière, c'est le cercle de deuil collectif et de soins créatifs engagés que je facilite tous les mois pour accueillir nos peines collectives et ressourcer nos luttes et nos rêves. Voilà pour le programme de soins électoral, mais c'est pas fini. Je vous propose aussi quelque chose pour déjà envisager l'au-delà des municipales, un autre horizon, et habiter une autre temporalité. Il y a cette citation qui me guide énormément de Bayo Akomolafe, « The times are urgent, let's slow down ». Il y a urgence, ralentissons. Et donc je vous en parlerai plus au fil des prochaines semaines, mais je vous invite dès à présent à habiter une temporalité arborée qui se déploie lentement mais sûrement en parallèle de la cascade urgente des périodes électorales, une temporalité qui envisage le changement social sur le temps long, voire très long. C'est la temporalité de l'atelier soin s'enraciner, résister, rêver. Alors s'enraciner, résister, rêver, c'est un atelier soin que j'ai créé pour s'entraider à faire forer, pour faire face aux tempêtes collectives qu'on traverse. Je l'ai conçu avec l'aide des arbres comme un remède aux sentiments d'urgence, d'isolement et d'épuisement générés par les systèmes contre lesquels on lutte, pour nous reconnecter à ce qui nous soutient, à la puissance du collectif, à l'énergie de nos valeurs et à la magie de notre créativité et de notre imagination. Dans S'enraciner, résister, rêver, on explore l'écosystème qui anime nos engagements et nos rêves avec 4 modules. Le module branche, pour cartographier l'écosystème de nos inspirations présentes. Racine, pour renouer avec l'ancestralité de nos luttes et de nos rêves. Terreau, pour identifier les valeurs qui nous animent et qu'on souhaite cultiver. Et enfin forêt, pour trouver notre place dans l'écosystème du changement social et conscientiser la dimension intergénérationnelle du changement social. Vous repartez de l'atelier avec une représentation arborée de cet écosystème de soutien qui vous servira de point d'ancrage régénérant pour vous guider et vous ressourcer bien au-delà du programme. Et la grande nouveauté de cette année, c'est que l'atelier est désormais disponible en 4 formats différents, avec aussi du coup des tarifs différents. Il y a un accompagnement collectif sur 1 mois, un atelier de 2h30, des modules vidéo pour une étude indépendante et un carnet digital introspectif et créatif que j'ai pris trop de plaisir à créer. J'ai vraiment hâte de faire forer avec vous au fil de ces sentiers arborés et je vous laisse découvrir
toutes ces modalités avec le lien dans la newsletter écrite. Voilà pour le programme de soins spécial municipal avant, pendant, après et au-delà des élections. Vous voyez que vous avez l'embarras du choix et j'ai vraiment hâte de vous y retrouver pour qu'on s'entraide à faire face à tout ça. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une plante qui me tient particulièrement à cœur et que j'aimerais inviter comme guide pour les semaines à venir. Partie 3, mon symbole de soutien pour cette période de deuil et de renouveau, l'ajon. L'équinoxe de printemps est parfois appelé le jour de l'ajon, à ne pas confondre avec le jour de l'ajon qui était le 16 Frimaire dans le calendrier républicain, c'est-à-dire le 6 décembre dans notre calendrier grégorien. En effet, là où je vis dans le sud-ouest de la France hexagonale, même si la floraison a commencé depuis l'automne, c'est en ce moment qu'on voit vraiment se déployer sous les pins et sur le bord des routes le jaune éclatant qui caractérise ces arbustes épineux. Élu fleur emblème de la Bretagne en 2016, l'ajon aux fleurs d'or est considéré comme ayant de nombreuses vertus. Auparavant, ses branches broyées servaient de fourrage au bétail, son bois très inflammable servait au boulanger pour allumer les fours et sa cendre permettait d'enrichir la terre. Ses épines donnent aussi à cet arbuste des vertus protectrices. Il peut servir de haie et il abrite aussi la fauvette pitchou qui y fait son nid. Ses fleurs mellifères attirent de nombreuses abeilles. Il enrichit aussi le sol en azote, favorisant ainsi l'implantation de certains arbres. L'élixir de sa fleur est présenté comme pouvant aider à reprendre espoir quand tout semble perdu. Lors de mes promenades, le retrouver me remplit de joie. Je suis fascinée par le contraste entre le jaune foncé des fleurs et le vert foncé des épines, et entre la délicatesse vulnérable des fleurs et la dureté protectrice des épines, auxquelles mes vêtements se sont bien souvent accrochés. Ce que j'aime chez l'ajon, sans surprise, ce sont les contrastes qu'il contient et qui coexistent en lui. Son histoire aussi est contrastée et s'inscrit dans des dynamiques coloniales dont les effets sont encore bien présents aujourd'hui. Je vis aujourd'hui dans le sud-ouest, mais je suis née et j'ai passé la plus grande partie de ma vie à La Réunion. L'ajon y est présent aussi, mais d'une toute autre manière. Il a été importé dès 1825 et a été utilisé à partir des années 1850 pour servir de fourrage et former des haies pour parquer le bétail dans les hauts de l'île à la plaine des Cafes. Il s'est ensuite répandu dans le massif du Maïdo pour de nombreuses raisons, possiblement la constitution d'obstacles au déplacement des habitants du cirque de Mafate, notamment les esclaves marrons qui s'y étaient réfugiés. Et vous pouvez lire à ce sujet un article de Nathalie Hudot, Catherine Darrow et Michel Tarrer, et aussi Anne Atlan, qui s'appelle « Histoire humaine et naturelle d'une invasion biologique ». Il constitue aujourd'hui une espèce exotique envahissante qui empêche le développement de la faune endémique, notamment les fleurs jaunes des hauts ou l'ambaville. Depuis l'incendie qui a ravagé le massif du Maïdo de 2020 à 2021, les ajons ont énormément proliféré et rendent encore plus difficile la repousse des espèces locales. En effet, c'est une espèce pyrophile, c'est-à-dire qu'elle favorise les incendies et en retour, sa germination est favorisée par le feu qui accélère sa régénération. Des chantiers participatifs ont été organisés pour lutter contre sa prolifération, tenace, mais ses racines pivots profondes et ses épines rendent la tâche difficile. Des pistes pour le revaloriser en retrouvant ses usages traditionnels en Europe de combustible, d'engrais ou de nourriture pour le bétail sont aussi explorés. Et la Réunion n'est pas le seul endroit où l'ajon d'Europe a été importé. Il a été introduit dans de nombreuses colonies européennes, à la fois pour être utilisé dans les activités agricoles, mais aussi pour la valeur patrimoniale, culturelle et affective qu'il avait dans certaines régions de France et d'Europe. Et ça s'est développé donc dans un article de Nathalie Hudot, « Quels sont les facteurs naturels et humains conduisant au statut public d'espèces invasives ? Le cas de l'ajon d'Europe sur l'île de la Réunion ». À cause de cette dissémination impériale, il fait partie aujourd'hui des 100 espèces les plus invasives du monde. Alors, symbole d'espoir là où je vis en ce moment et de désespoir là où j'ai grandi, l'ajon m'aide à ressentir toute la complexité de ce moment collectif que nous traversons. La coexistence des petites fleurs et des épines m'aide à envisager la vulnérabilité comme une force et à penser ensemble le soin et la lutte. Son histoire territoriale et coloniale m'aide à penser, à la veille des municipales qui sont des élections ancrées dans le local, mon rapport intime et politique aux lieux qui m'ont vu grandir et ceux où je continue à grandir aujourd'hui.
Et pour tout ça, vraiment, je le remercie. Et vous, est-ce que vous connaissez l'ajonc? Est-ce qu'il pousse là où vous vivez ou là où vous avez vécu? Quelles sont les plantes que vous fréquentez au quotidien et quelles sont celles qui pourraient vous apporter du soutien en cette période printanière préélectorale? Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Je vous envoie plein de soutien pour le reste de ce mois de février et vous dis à très bientôt pour cultiver des connexions réparatrices ensemble. Mais attention, c'est pas fini. On passe maintenant à la newsletter dans la newsletter, cultiver la solidarité pandémique. Printemps et santé communautaire. Alors comme vous le savez, si vous lisez cette newsletter ou l'écoutez depuis un moment déjà, il y a une mini newsletter dans la newsletter. Comme si mes newsletters n'étaient pas déjà assez longues comme ça, lol. Je consacre en effet cette rubrique bonus à parler d'un sujet dont on ne parle plus depuis bien longtemps, ou en tout cas au passé, la pandémie de Covid. Malheureusement toujours en cours aujourd'hui, qui continue à handicaper massivement nos proches et camarades via ses effets neurovasculaires à long terme sur l'organisme, c'est-à-dire le Covid long. La solidarité pandémique, appelée aussi autodéfense sanitaire, est une de mes spécialisations en tant qu'accompagnante chercheuse engagée, et je vous raconte sur mon site comment ça vient enrichir mon approche et les espaces que je vous propose, quel que soit votre positionnement sur le sujet. Et dans cette première newsletter de 2026, je voulais partager 2 événements qui mettent en place des pratiques de réduction des risques Covid dans leur organisation et qui proposent également des ateliers sur le sujet. Le jeudi 19 février, à partir de 18h30, à Paris, l'Observatoire féministe des violences médicales, OBSMED, organise une soirée dédiée à l'autodéfense médicale. Et à cette occasion, le collectif Winslow Santé publique participera à la table ronde pour parler santé communautaire, Covid long et anti-validisme. Ensuite, du 20 au 22 février, à la Parole errante à Montreuil, toujours à Paris, il aura lieu la 7e édition du festival Les Digitales, santé communautaire et soins autonomes, pour comprendre un peu mieux les mécanismes de la dépossession médicale et mettre en avant les moyens de lutte à notre disposition. Le samedi 21, de 11h à 13h, l'ARA, c'est l'Association pour la réduction des risques aéroportés, et Winslow Santé publique proposeront un atelier « Autodéfense sanitaire et risques aéroportés, penser la réduction des risques face au Covid », où elles développeront quels sont les enjeux sanitaires que le Covid pose à nous tous et quelles mesures de réduction des risques peuvent être mises en place dans une perspective anti-validiste. Le dimanche 22, de 11h à 13h, Lara proposera aussi un atelier « Comprendre et construire un purificateur d'air ». J'ai trop hâte d'y assister, mais aussi de découvrir les autres événements de ce festival incroyable. Merci infiniment, pour de bon cette fois-ci, pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour continuer à cultiver la solidarité pandémique ensemble en 2026.